Vous êtes Bonjour. déjà nombreux à vous être connectés au webinar. Je vous remercie pour votre participation. Le webinar de ce jour a donc pour thème le cœur des femmes et qui sera décrypté par le docteur Assayag. Notre intervenant aujourd'hui est de qualité. Il s'agit du docteur Assayag, qui est médecin cardiologue. Il est également président du syndicat des cardiologues de Paris et de la région parisienne, président de l'association de cardiologie Île-de-France, dépendant de la Fédération française de cardiologie. Nous avons donc aujourd'hui un intervenant de qualité. Pour les présentateurs de ce webinar, et donc nous vous rappelons que vous pouvez poser des questions tout au long de ce webinar, n'attendez pas la fin. Pour cela, vous avez un petit onglet à droite où vous pouvez poser des questions et nous prendrons un moment à la fin de la présentation du docteur Assayag pour répondre à vos interrogations. C'est donc le docteur qui répondra à vos interrogations et non nous. Pour notre part, nous sommes donc deux membres du collectif À vos cœurs que Michel vous présentera ensuite. C'est donc Michel Pham qui est membre du collectif À vos cœurs qui vous présentera le projet et moi-même, Anne-Laure Joalan, sachant que nous avons aussi 3 autres membres de ce projet. Le webinar aujourd'hui, comme je vous le disais, a pour thème « Cœur des femmes, décryptage » par le docteur Assayag. Il s'inscrit dans un thème il s'inscrit donc dans le cadre du projet de Carealis. Carealis, je vous le rappellerai rapidement, c'est une institution de prévoyance qui fête cette année ses 60 ans d'engagement. Nous intervenons donc sur différents thèmes, la prévoyance, la complémentaire santé et notamment le thème qui nous occupe aujourd'hui, la santé, la retraite, la dépendance, l'indemnité de fin de carrière et l'action sociale. Je vais laisser maintenant Michel vous présenter rapidement le projet À vos cœurs et le cadre dans lequel s'inscrit cette conférence. Oui, merci Anne-Laure et bonjour à tous. Donc du coup, avec toi Anne-Laure et d'autres collaborateurs Kyrialis, nous faisons partie d'un collectif qui s'appelle À vos cœurs. Et donc ce projet s'intègre dans une initiative lancée par les collaborateurs de Kyrialis fin 2018 et qui s'appelle le PEPS Challenge. Et donc ce PEPS Challenge est un défi à caractère humain et bienveillant qui représente en fait les valeurs PEPS de Kyrialis que sont la proximité, l'engagement, la performance et la solidarité. Et donc du coup, en partenariat avec la Fédération française de cardiologie Île-de-France, l'objectif d'À vos cœurs est de prévenir et de sensibiliser sur les maladies cardiovasculaires. Nous avons mis en place plusieurs actions au sein de Kyrialis, notamment une conférence auprès des collaborateurs sur la thématique le cœur et le stress, des ateliers de sophrologie, des messages de prévention réguliers en interne, des ateliers sur les gestes qui sauvent, et aujourd'hui ce webinaire qui vous permettra de découvrir du coup en détail le cœur des femmes avec le docteur Assayag. Et donc comme l'a expliqué Anne-Laure, n'hésitez pas tout au long de ce webinaire à poser vos questions directement dans le chat. Nous y répondrons à la fin de la présentation. Si vous le souhaitez d'ailleurs, vous pouvez également retrouver toutes les informations sur le PEPS Challenge À vos cœurs ou d'ailleurs sur les autres PEPS Challenge directement sur le blog kyrialis-solidaire.fr. Et donc sans transition, je laisse la parole au docteur Assayag pour vous expliquer le cœur des femmes. Je vais juste me permettre d'intervenir juste avant pour des personnes qui nous ont déjà posé la question. Donc, ne vous inquiétez pas, vous pouvez prendre des notes, mais vous n'êtes pas obligés. Le support est téléchargeable. En fait, vous avez un petit nuage à droite sur lequel vous pourrez télécharger le support. Et également, vous le retrouverez, on en parlera à la fin, mais en replay et sur nos différents réseaux sociaux. Donc, vous pouvez suivre pleinement la présentation du docteur, que je vais laisser maintenant intervenir. Je vous remercie. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Merci à Kyrialis de me laisser l'opportunité de vous présenter cette présentation qui est tout à fait originale. Ça s'appelle Cœur de femme. Et vous verrez qu'à partir de Cœur de femme, on trouve également les facteurs de risque des hommes également. Et qu'on voit bien entendu se profiler une sorte de prévention cardiovasculaire pour éviter justement prévenir toutes les complications cardiovasculaires de la femme. Sur cette première diapositive, on voit que la maladie cardiovasculaire, et vous voyez bien entendu le cœur qui est au milieu, les poumons, toutes les vascularisations possibles qu'il y a au niveau de la femme,
que la maladie cardiovasculaire n'est pas une fatalité. Et ça, c'est important. C'est important à savoir parce que, vous le savez sûrement, les maladies cardiovasculaires sont des maladies de la civilisation, hein, du mode de vie. Et bien entendu, il faut que ce mode de vie soit, on va dire, adapté à votre personnalité et que vous puissiez, de façon simple, on va dire, s'il y a un facteur de risque, on verra tout à l'heure la définition du facteur de risque, le corriger. Si vous avez une alimentation qui n'est pas équilibrée, l'équilibrer. Et si vous ne bougez pas beaucoup, pratiquez une activité physique régulière. Vous voyez qu'après l'accident, en fait, un suivi coordonné est nécessaire et tous les organes, malheureusement, peuvent être atteints après un accident cardiovasculaire, que ce soit le cerveau, les yeux, alors le cerveau avec l'accident vasculaire cérébral, les yeux donc avec des complications vasculaires et notamment au niveau des yeux de l'accident vasculaire cérébral, le cœur avec l'infarctus du myocarde, l'aorte malheureusement avec la dissection aortique, les reins avec l'insuffisance rénale, les artères du cou et des jambes avec l'artérite. Une alerte rouge, un fait de société. Pourquoi? Parce que les maladies cardiovasculaires sont la première cause de décès chez la femme. En effet, première cause de décès en Europe et en premier des causes de décès en France, en fait. 7 fois plus que le cancer du sein. Et ça, c'est très important parce que les femmes, bien entendu, font très attention au sein, mais elles devraient faire également autant attention, voire plus au cœur. Pardon. Plus que les hommes, hein, puisque vous voyez qu'en fait, il y a 54% des femmes qui sont atteintes sur les 150 000 en fait, décès par an liés aux maladies cardiovasculaires. Progression très inquiétante chez la femme jeune. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu que chez les femmes jeunes de moins de 50 ans, il y avait une multiplication par 3 ces 15 dernières années d'un infarctus du myocarde. C'est-à-dire qu'en fait, chez les patients de moins de 50 ans, on est plus de 17% d'infarctus et moins 8% d'infarctus chez l'homme. Et bien entendu, parallèlement au risque d'infarctus du myocarde, vous avez une augmentation des taux d'hospitalisation pour accident vasculaire cérébral chez les femmes jeunes. On va voir les causes de cette progression. Et pourquoi, en fait, on voit ce contrat est alarmiste? Parce qu'il y a une succession de pertes de chance chez la femme liées au sexe, avec une exposition à un mode de travail et de vie stressante, avec des facteurs de risque classiques plus typiques, avec des facteurs de risque spécifiques, avec des symptômes souvent trompeurs, on va le voir tout à l'heure, des tests diagnostiques parfois pris en défaut, et bien entendu des lésions spécifiques liées au genre, avec des femmes qui se croient protégées par leurs hormones naturelles et des disparités de prise en charge. À partir de ça, on voit apparaître ce qu'on appelle, nous, l'infarctus du myocarde. L'infarctus du myocarde, qu'est-ce que ça représente? Eh bien, c'est une ou deux artères du cœur qui commencent à se boucher ou qui se bougent complètement. Et chez la femme, cet accident peut être inaugural, avec bien entendu la grosse douleur que vous connaissez au niveau de la poitrine, qui opprime le milieu de la poitrine, avec une topographie qui peut être certes tout à fait classique, avec au niveau des mâchoires et des bras, mais ce qui est en fait souvent caractéristique, c'est que la topographie peut être inhabituelle. Pour avoir des douleurs au niveau du ventre ou des douleurs au niveau de l'estomac. Il peut y avoir bien entendu des irradiations au niveau dorsal et de la mâchoire. Ça peut être remplacé par des sensations de malaise. De temps en temps, en fait, on voit certaines femmes qui arrivent avec des sueurs, des signes digestifs, des nausées, des vomissements, une tachycardie, c'est-à-dire un rythme rapide. Et souvent, cette douleur peut être accompagnée par un essoufflement, une fatigue, une anxiété. Et en présence de facteurs de risque, ces symptômes doivent vous alerter. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez pas toujours la grosse douleur, mais la femme peut présenter des douleurs au niveau du ventre avec un essoufflement et une fatigue. Auquel cas, s'il y a des facteurs de risque qu'on verra tout à l'heure, que sont l'hypertension, le diabète, le cholestérol et le tabac, et bien entendu, il faut absolument consulter. Des conséquences des pertes de chance. Pourquoi? Parce que ces douleurs atypiques, ces symptômes atypiques contribuent à un retard du diagnostic. Et l'appel du SAMU peut être plus tardif. Et de ce fait, en fait, on peut avoir des problèmes de revascularisation, c'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir des difficultés à ponter une artère ou à mettre un stent et dilater l'artère. Et chez la femme plus âgée, malheureusement, on aura, à la suite de la maladie coronaire, un risque d'insuffisance cardiaque. Tout ceci pour vous dire que la maladie coronaire chez la femme a de véritables spécificités, des artères plus fines, des plaques de cholestérol différentes, des artères qui spasment, c'est-à-dire qui se rétrécissent. Il peut y avoir des dissections au niveau des artères, des thromboses, donc des caillots au niveau des artères, des coronaires chez la femme jeune. Malheureusement, un risque de mort subite et malheureusement, un risque de microcirculation qui est plus fréquente
et plus de mortalité à 1 an par rapport aux hommes. Vous voyez donc que cette maladie coronaire chez la femme a des spécificités. Elle est souvent diagnostiquée avec retard, d'où le pronostic qui peut être encore plus sévère. Urgent donc de repenser la prévention au féminin. Pourquoi? Parce que vous allez voir que ces facteurs de risque sont très importants à dépister parce que quand vous contrôlez les facteurs de risque, vous contrôlez la maladie cardiovasculaire. Les facteurs de risque sont acquis, le sexe, l'âge, l'hérédité. Mais malheureusement, il peut y avoir des facteurs de risque liés à l'environnement, avec un faible niveau social, une précarité, un chômage, un isolement, voire un stress et une dépression. Autant de facteurs de risque qui peuvent aggraver le pronostic de la femme. Beaucoup de facteurs de risque sont évitables. Alors, retenez cette diapositive. Pourquoi elle est importante, cette diapositive? Parce que sous cette diapositive, vous allez avoir tous les facteurs de risque qu'il convient absolument de contrôler. Pourquoi? Vous allez me dire. Parce qu'à partir de ces facteurs de risque, on a, si vous voulez, la tentation, malheureusement, que le cœur se dégrade et qu'on évolue vers les 2 grosses complications, voilà, complications fatales, que sont à la fois l'infarctus du myocarde, l'accident vasculaire cérébral. Donc, le tabac, très tôt, en fait, on demandera aux collégiens d'arrêter de fumer. Dès l'école primaire, il conviendra de surveiller le poids et de traiter l'obésité. Dès l'école primaire également, il faudra convaincre les jeunes qu'ils bougent. Hein. Donc, le jeûne, ce n'est pas 30 minutes d'activité physique, c'est 60 minutes d'activité physique tous les jours. Bien entendu, on fera en sorte qu'ils ne rajoutent pas de sel aux aliments. L'élévation du mauvais cholestérol est de très mauvais pronostics. L'hypertension artérielle, on va le voir tout à l'heure, mauvais pronostic également. Le diabète, l'insuffisance rénale. Autant vous dire que les 4 facteurs qui sont les principaux, que sont le tabac, le cholestérol, l'hypertension, le diabète, doivent être absolument contrôlés. Facteur de risque, c'est un risque sans seuil, c'est-à-dire que même 2-3 cigarettes par jour sont véritablement à risque. C'est malheureusement le premier facteur de risque avec pour cause les accidents et les décès cardiovasculaires. C'est un plus haut risque cardiovasculaire chez la femme. Après correction, le bénéfice est important et ça permet d'éviter les accidents et les décès prématurés. Et de plus, d'évoluer, ceci bien entendu a évolué en France chez la femme, parce qu'on voit de plus en plus de femmes malheureusement qui fument. Autre facteur de risque, vous allez me dire, c'est que ce tabac, en fait, nécessite surtout lorsqu'il y a des fortes doses, surtout après 35 ans, d'éviter l'association tabac-contraception, avec le risque, bien entendu, de faire un infarctus du myocarde ou un accident vasculaire cérébral. Il convient d'arrêter de fumer avant 40 ans, éliminant ainsi 90% du risque, avant 30 ans, éliminant quasiment 100% du risque. Vous voyez que le bénéfice du sevrage est majeur, d'autant plus qu'il est précoce. Le surpoids, l'obésité, bien entendu, ce sont des facteurs de risque. Les facteurs favorisant le surpoids, l'obésité, vous l'avez compris, c'est la sédentarité, défaut d'activité physique, défaut d'exercice physique, défaut de sport, une alimentation trop riche, des facteurs génétiques. Malheureusement, tentant le stress ou la dépression, malheureusement l'arrêt du tabac. Vous savez que l'arrêt du tabac qui n'est pas contrôlé vous fait prendre du poids. Autre facteur de risque, le diabète, beaucoup plus néfaste que chez la femme parce qu'il augmente le risque cardiovasculaire de 3 à 7 fois comparé à 2 à 3 fois chez l'homme. Il réduit l'effet protecteur des oestrogènes. Il augmente le risque de caillots dans les artères et donc l'infarctus du myocarde. Il accélère le vieillissement des artères et sont associés à un surpoids. Plus tôt il est pris en charge, mieux ça sera. L'hypertension. Alors, vous connaissez l'hypertension, c'est ce qu'on appelle une tueuse. C'est un tueur silencieux, en fait. L'hypertension artérielle est une épreuve de force pour le cœur. Ça favorise le dépôt de graisse. Et c'est le premier facteur de risque vasculaire, de démence et d'insuffisance cardiaque chez la femme. Alors, cette diapositive est importante. Pourquoi? Parce que votre médecin va vous dire, voilà, madame, monsieur, vous avez une tension et surtout une automesure qui est au-delà de 135/85. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, vous êtes dans la fourchette d'être hypertendu. Hypertendu, donc, avec le risque de développer une maladie cardiovasculaire. Il faudra donc, votre médecin va vous demander une automesure. On va peut-être le voir sur l'autre diapositive, mais sinon je vais vous la décrire. Alors, on va revenir en arrière parce que je vais vous décrire l'automesure, si vous permettez,
je croyais que je l'avais sur l'autre diapositive. L'automesure, votre médecin va vous dire, écoutez, madame ou monsieur, vous avez une tension que je trouve limite. Vous allez chez vous prendre 3 mesures le matin, 3 mesures le soir, 3 jours de suite. Et si la moyenne sur les 18 mesures est au-delà de 135 sur 85, ben votre médecin va vous proposer, outre un régime peu salé, un traitement antihypertenseur. Je vais vous donner un petit peu vite parce que je voudrais répondre à vos questions, mais n'hésitez pas à prendre des notes. Hein. On est quasiment à la moitié de la présentation et je répondrai à toutes vos questions. Le stress. Le stress, un facteur de risque cardiovasculaire au même titre que les 4 facteurs, vous connaissez les connaître, que sont le tabac, le diabète, le cholestérol et l'hypertension artérielle. C'est le troisième facteur de risque, beaucoup plus délétère chez la femme. Ce sont souvent des accès de colère avec un risque d'accident vasculaire cérébral, une tachycardie, des palpitations, une angoisse, une douleur thoracique, un malaise, un essoufflement. Tous ces éléments peuvent conduire malheureusement, dans un cadre de stress aigu, à une complication cardiovasculaire. Stress familial et professionnel, beaucoup plus néfaste chez la femme, avec toutes les manifestations qu'on a vues tout à l'heure, à des comportements alimentaires qui sont disproportionnés, un tabagisme, une hypertension. Vous voyez, on répète, si vous voulez, tous les facteurs de risque, et ceci dans un contexte de stress majeur, les choses, et bien entendu, peuvent entraîner accident vasculaire cérébral, infarctus du myocarde. Hygiène de vie. Au niveau de la Fédération française de cardiologie, on vous propose un trio gagnant. Qu'est-ce que c'est que ce trio gagnant? C'est 0, 5, 30. 0, c'est quoi? Ça veut dire quoi 0? Ça veut dire 0 cigarette. Il n'est pas question pour vous, pour votre entourage, de continuer à fumer. On est en 2020, le tabac tue. 5 fruits et légumes par jour, c'est la recommandation du gouvernement. 5 fruits et légumes par jour vous protège, bien entendu, et vous permet d'avoir une alimentation équilibrée. 30 minutes d'activité physique, c'est ce qu'on propose pour une activité physique régulière adaptée. 0, 5, 30, ce n'est pas le loto, mais ça vous permet, si vous voulez, d'avoir une hygiène de vie qui va protéger votre cœur et protéger le cœur des femmes. Le tabac. Alors, vous avez vu que le tabac est un facteur de risque au même titre que l'hypertension, le diabète et le cholestérol. Pourquoi c'est important d'arrêter de fumer? Déjà, après 20 minutes d'arrêt du tabac, votre pression artérielle et votre fréquence cardiaque vont se normaliser. Une journée plus tard, le monoxyde de carbone est éliminé. 48 heures plus tard, l'odorat, le goût commencent à s'améliorer et votre sommeil, bien entendu. 2 semaines à 3 mois, la toux et la fatigue diminuent. 1 an, le risque d'accident vasculaire cérébral est équivalent à celui de non-fumeur. Et bien entendu, 5 ans, tout est parti. Le risque d'infarctus du myocarde est équivalent à celui d'un non-fumeur. Vous voyez donc en fait le bénéfice de l'arrêt du tabac est rapidement obtenu et surtout prolongé, surtout si vous fumez ou vous avez fumé, si vous avez arrêté, ne reprenez pas le tabac. Hein. Le tabac tue. Deuxième chose, mangez sainement. Clé majeure de prévention, vous avez vu les aliments sains, hein, tout ce qui est carottes, tout ce qui est raisin, tout ce qui est en fait pain complet, tout ça, ça sera bien entendu bien reçu. Un peu moins d'alcool. Maintenant, actuellement, on n'est plus à 3 unités et 2 unités en fait. Hein. C'est au plus un verre de vin par jour en fait. Hein. Donc tout ça, ce sont des recommandations qui sont, on va dire, obsolètes. 5 fruits et légumes par jour, on l'a vu. La cuisson à la vapeur ou au grill. Des féculents à chaque repas. Des céréales complètes. 3 produits laitiers par jour, c'est accepté. Moins de graisses saturées et moins d'acides gras insaturés. Plus d'acides gras insaturés, pardon. Tout ce qui est oméga, huile d'olive, soja, poisson gras, saumon, maquereau, sardines, tout ça. Donc, je répète, moins de graisses saturées et plus d'acides gras insaturés. Le sel. Alors, le sel, on est actuellement à 5 grammes par jour. Trop de sel au quotidien augmente la pression artérielle. Trop de sel permet malheureusement de prendre du poids. Trop de sel fait monter votre pression artérielle. Donc, essayez de vous limiter à 5 grammes par jour en sachant que les patients insuffisants cardiaques ou les patients hypertendus, ça sera 2 à 3 grammes par jour. Ensuite, on arrive au bouger. Alors, le bouger, c'est l'activité physique. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, propose 30 minutes d'activité physique quotidienne. Ça permet de réduire de 25 à 30% les risques de mortalité cardiovasculaire. Mais à côté de l'action au niveau du cœur, on a, grâce à l'activité physique,
on a, si vous voulez, moins de stress, une sensation de bien-être, une perte de poids, on évite l'obésité abdominale, on fait baisser sa glycémie, on fait baisser les lipides, on permet au vieillissement artériel d'être moindre, on améliore sa mémoire, on diminue l'ostéoporose et on augmente son autonomie. Très, très important l'activité physique. Prendre en compte les traitements hormonaux. Alors, bien entendu, lorsque vous êtes aux alentours de 45-50 ans, vous irez voir votre gynécologue. Et bien entendu, la gynécologue, bien entendu, avant, vous avez proposé la contraception. Maintenant, elle va vous proposer un traitement hormonal de la ménopause, en fait. Elle va évaluer les facteurs de risque et elle va voir les signes évocateurs de phlébite ou autres qu'elle vous renseignera. La grossesse, une opportunité de dépistage. Pourquoi? Parce qu'il y a des modifications physiologiques liées à la grossesse. Il y a une fenêtre sur le futur cardiovasculaire de la femme. La femme est plus susceptible à ce moment d'être motivée pour adapter une hygiène de vie et ça permet à la femme de la remettre dans un cycle de prévention. Sachez que pendant la grossesse, il peut y avoir de temps en temps une découverte d'une valvulopathie ou d'une atteinte cardiaque. Donc en fait, la grossesse peut identifier les femmes à risque. La ménopause, de quoi parle-t-on? La préménopause, donc présence de cycles encore réguliers. La périménopause, où vous voyez que les cycles deviennent irréguliers. Et la véritable ménopause, avec un diagnostic clinique, un âge moyen à 50 ans en femme. Et bien entendu, les tentant des ménopauses tardives après 55 ans. Le déficit en oestrogène est associé à une période de transition et qui augmente malheureusement le risque de maladie cardiovasculaire, qui augmente le risque de diabète en l'absence malheureusement de mesures hygiéno-diététiques. L'interrogatoire recherche des signes climatériques, c'est-à-dire liés à l'absence de règles, en fait, activation du système nerveux sympathique, c'est-à-dire qu'en fait, le cœur s'accélère, des troubles d'humeur, l'altération de la qualité de vie, des situations à risque et bien entendu des éléments de discussion et de discussion de l'initiation d'un traitement hormonal. Alors, ce traitement hormonal, vous verrez qu'il est discuté entre le cardiologue, le médecin traitant et le gynécologue et que ce traitement hormonal de la ménopause améliore la qualité de vie des femmes. Plus efficace sur les syndromes climatériques, c'est-à-dire il y a un impact sur les bouffées de chaleur qui disparaissent, un impact sur la dépression, un impact sur la prise de poids et bien entendu sur la qualité du sommeil, un impact sur la prévention de l'ostéoporose, sur la résistance et bien entendu, ça protège vis-à-vis du cancer colorectal, ce n'est pas toujours très connu. Il n'a pas d'effet cardiovasculaire en fait. Le risque hormonal veineux et artériel augmente avec les oestrogènes, mais le risque reste faible avant 60 ans. Donc, il n'y aura pas de traitement hormonal de la ménopause, rarement prolongé au-delà de 60 ans. Il serait efficace également sur la prévention cardiovasculaire, mais peut être encore prescrit dans l'objectif de prévention cardiovasculaire. La concertation cardio-gynéco est importante parce que ce traitement hormonal est contre-indiqué, bien entendu, vous en doutez, s'il y a eu une maladie cardiovasculaire, une phlébite, une embolie pulmonaire, une atteinte cardiaque, un diabète compliqué, mais il n'est pas contre-indiqué chez la femme ayant une hypertension stabilisée, un diabète non compliqué ou un cholestérol contrôlé. Voilà. Donc, on en a terminé. Là, je vous présente la Fédération française de cardiologie avec son nouveau site FédéCardio sur lequel vous pouvez bien entendu aller consulter. On a bien entendu des activités, des clubs cœur et santé et des parcours du cœur qui vous seront en fait signifiés lorsque vous irez sur le site de la Fédération française de cardiologie. Nos brochures sont très importantes et vous pouvez les télécharger sur notre site. Alors, vous verrez que le cholestérol, on en parlera tout à l'heure dans vos questions, l'hypertension, cœur et stress, cœur de senior, cœur artère de femme et après, si on connaît un. Toutes ces brochures sont faites par nos experts de la Fédération française de cardiologie et sont très, très importantes à connaître, surtout si vous avez un problème de cholestérol ou si vous avez fait un infarctus du myocarde. Merci pour votre générosité parce que en fait, ça dépend bien entendu Nous sommes une association loi 1901 et bien entendu, vous pouvez toujours envoyer des dons à la Fédération française de cardiologie, à la Fédération Île-de-France et bien entendu, ça aidera à financer la recherche, la prévention, les clubs cœur et santé. Dans l'Île-de-France, on en a 25 et les gestes qui sauvent. Pourquoi? Parce qu'on met en place tout ce qui est réanimation en cas de mort subite avec le fameux 15, le massage cardiaque et le défibrillateur. Voilà, je vous remercie. Je suis prêt à répondre à vos questions. On est allé un petit peu vite, mais je pense qu'il fallait balayer, si vous voulez, ce thème de cœur de femme. Vous avez vu que cœur de femme, c'est un sujet passionnant. Vous avez vu que les symptômes sont souvent trompeurs, qu'il faut une information et une formation,
et que les facteurs de risque sont tous importants à contrôler, associés dans tous les cas aux deux axes sur lesquels je voudrais beaucoup insister, que sont 1, l'alimentation équilibrée, et 2, l'activité physique, on va dire adaptée et prolongée. Voilà, je vous remercie, je reste à votre disposition pour les questions. Merci beaucoup, docteur. Alors, nous avons une question d'Annick qui dit à quel rythme, quelle fréquence faut-il faire un bilan cardiologique? Alors, ça dépend. Ça dépend. Imaginez que vous soyez hypertendu et dans ces cas-là, on se verra au moins une fois par an pour un électrocardiogramme, voire un peu plus. Si vous n'avez jamais rien eu et que vous avez, on va dire, aucun facteur de risque connu et que vous avez moins de 50 ans, bah, on va dire que une fois de temps en temps, ça sera nécessaire. En revanche, quand vous avez plus de 50 ans et que vous avez eu malheureusement soit un infarctus, soit fait un problème vasculaire, soit une artérite au niveau des jambes ou des facteurs de risque, on se verra 1 à 2 fois par an. Alors, nous avons une autre question de Chantal, 63 ans, diabète en limite, cholestérol aussi, pas de traitement médicamenteux, des problèmes digestifs depuis 1 an avec impression que le cœur bat trop vite le soir au coucher et elle n'a jamais consulté de cardiologue. Donc, quel conseil pourrait-on lui donner? Ben justement, justement d'aller consulter son cardiologue, parce que ça commence comme ça. Vous voyez, le profil de Chantal Simon, c'est exactement le profil des patients qu'on souhaiterait avoir en consultation. Pourquoi? Parce qu'elle a un diabète limite, un cholestérol limite. Elle commence à avoir des petits signes. Bon, certes, elle a des troubles digestifs, mais elle commence à être pas bien. Elle commence à avoir son cœur qui cogne un peu trop et elle a sûrement du mal à dormir. Eh bien, ça, c'est typiquement le profil de la patiente qui risque de basculer vers les problèmes cardiovasculaires. Parce qu'imaginez qu'elle fume également, qu'elle prenne du poids, qu'elle soit hyper stressée, elle va déséquilibrer son diabète, elle va déséquilibrer son cholestérol, elle va faire monter sa tension et on aura déjà 3 facteurs de risque. Donc, je pense que c'est le moment d'aller consulter votre cardiologue. Vous avez 63 ans. C'est le moment de consulter votre cardiologue parce qu'il va vous donner des conseils. 1, des conseils pour éviter que votre diabète se déséquilibre. 2, pour éviter que votre cholestérol ne monte. Et 3, bien entendu, pour adapter votre mode de vie pour que vous puissiez prévenir les complications cardiovasculaires. D'accord. Même si, alors elle m'indique qu'elle ne fume pas et fait attention à son poids. Donc du coup, elle commence à avoir un diabète, elle a un diabète limite, elle a un cholestérol limite. Il faut très certainement contrôler l'un des deux, voire les deux. D'accord, merci docteur. Nous avons également une autre question posée. En quoi consiste la réadaptation cardiaque? Je ne l'ai pas évoqué, je vous signale. C'est quelqu'un qui est visiblement très informé et qui souhaite connaître la réadaptation cardiaque. Je ne l'ai pas évoqué. Pourquoi? Parce que la réadaptation cardiaque se fait après un accident cardiovasculaire. Alors que ce soit un accident vasculaire, on va dire d'infarctus du myocarde, ou que vous ayez fait une insuffisance cardiaque. La réadaptation cardiovasculaire va vous aider, si vous voulez, à passer le cap entre l'accident cardiaque et le surtout le post-accident cardiaque. C'est-à-dire qu'en fait, ça va vous permettre de vous habituer à l'accident que vous avez eu, à la fois en pratiquant une épreuve d'effort, donc en voyant vos limites à l'effort, mais également à partir d'une éducation thérapeutique, à vous dire qu'est-ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire justement après l'accident cardiaque. Parce que très souvent, les patients sont complètement inhibés, ils ont fait un problème cardiovasculaire et ils n'osent plus rien faire. Donc justement, il faut essayer le plus possible de bénéficier d'une réadaptation cardiovasculaire. 1, pour savoir ses limites à l'effort. 2, continuer à pratiquer une activité physique, parce que les patients souvent ont peur justement de pratiquer une activité physique. 3, de contrôler vos facteurs de risque. 4, d'arrêter de fumer si ça n'a pas été fait. 5, de retrouver une alimentation équilibrée. Voilà. Donc en fait, c'est un mode de vie, on va dire. La réadaptation, c'est un mode d'une nouvelle vie après un accident cardiovasculaire. Et ça vous permet, si vous voulez, 1, de savoir ce que vous voulez faire et surtout, peut-être de continuer une activité physique après un accident vasculaire cardiaque. Très bien. La transition est toute trouvée pour la question suivante. C'est quelle activité physique est la plus recommandée pour se maintenir en forme? Alors, ça, c'est la question qui est souvent la plus posée.
Et ça, c'est très difficile à répondre. Pourquoi? Parce que certains vont disposer d'une piscine à 50 mètres de chez eux. D'autres vont se dire, bah, écoutez, moi, j'ai rien. J'ai pas de piscine, je sais pas faire du tennis, je sais pas faire du vélo. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, vous pouvez marcher. Vous pouvez marcher parce que la marche, ça peut être une marche lente, une marche un peu plus active. La recommandation de l'Organisation mondiale de la santé, c'est 30 minutes d'activité physique par jour. Donc, si vous marchez 30 minutes par jour, ça suffira. Mais le problème, c'est qu'il faut le faire régulièrement. Et certains me disent, écoutez, moi, je le fais le week-end, mais en semaine, je ne peux rien faire. Ben, c'est pas bien. C'est pas bien. Il faut essayer à chaque fois de trouver un petit moment. 30 minutes, on peut disposer de 30 minutes dans la journée. Ben, disposer de 30 minutes, marcher. Si vous ne pouvez pas marcher, montez quelques étages. Si vous êtes sur Paris et vous avez le métro, ben vous descendez à un métro avant votre station et vous marchez pendant une station de métro, ce qui vous permettra de peut-être avoir au moins 10 à 15 minutes d'activité physique dans la journée. Merci pour votre réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont posées, que vous souhaiteriez poser? N'hésitez pas, c'est le moment. Alors, je vois qu'il y a Claudine, 73 ans, qui a un HTA plus cholestérol et SEP, je ne sais pas comment le prononcer, qui limite l'activité physique et elle a, après une chute ayant entraîné une fracture avec déplacement du trochiter. J'ai eu pendant plusieurs jours des palpitations. J'ai rendez-vous demain avec le cardio pour un bilan. De quoi peuvent venir ces palpitations? Car depuis une quinzaine de jours, plus rien. Elle n'a plus de palpitations, c'est ça? Oui, c'est ça. Je pense que c'est le choc aussi, c'est le choc de la chute aussi, hein. Elle peut avoir ça, hein. Mais elle a quand même 2 facteurs de risque, hein. Donc, il faut qu'elle se fasse contrôler régulièrement. Elle a une hypertension et du cholestérol. Donc, il faut contrôler et réguler les 2 facteurs de risque. Il est très important que lorsqu'il y a un facteur de risque, ce facteur de risque soit régulé et contrôlé. Très, très important. Super, merci docteur. Une autre question de Claire qui dit « Quelle activité physique est la plus recommandée pour se maintenir en forme ?» Alors, celle-ci, du coup, on l'a déjà vue. On a une autre question qui vient d'arriver par Claire aussi. Quels sont les taux de glycémie et de cholestérol normaux? Alors, la glycémie, c'est toujours 1 gramme en fait, hein. 1 gramme par litre. Et le cholestérol total, c'est toujours également 2 grammes. Donc, 1 gramme pour la glycémie, 2 grammes pour le cholestérol. Lorsqu'on contrôle souvent pour la glycémie, c'est l'hémoglobine glyquée ou A1C. Et celle-ci doit être inférieure à 6%. Concernant le cholestérol, on a affaire au LDL cholestérol, qui est le mauvais cholestérol. Et celui-ci, en règle générale, chez un patient qui n'a pas fait d'accident vasculaire cérébral, doit être inférieur à 1 gramme, 1 gramme 30. En revanche, quelqu'un qui a fait un infarctus ou un accident vasculaire cérébral, idéalement, il doit être inférieur à 0,55 grammes par litre. Bon, ça, votre médecin traitant et votre cardiologue vous spécifiera. Sachez qu'il est très, très important, après un accident vasculaire cérébral ou après un infarctus du myocarde, d'avoir des taux de LDL cholestérol qui sont dans les normes. Je vous remercie pour cette réponse. On a une autre question qui est arrivée. On nous demande si c'est toujours le cas de consommer 3 produits laitiers par jour et est-ce que c'est pas trop par rapport au cholestérol? Alors, 3 produits laitiers par jour, c'est-à-dire que ça peut être, par exemple, mettre un petit peu de lait dans son café le matin et de prendre un yaourt. Bon, c'est acceptable, voire éventuellement de prendre un yaourt le soir. Donc, ça vous fait 3 produits laitiers par jour. Voilà, on ne va pas dire que ça va augmenter votre cholestérol, en fait, hein, parce que c'est souvent des produits qui sont relativement allégés, donc ça va pas faire augmenter votre cholestérol. En revanche, manger une entrecôte béarnaise, prendre, on va dire, la moitié d'un pâté ou de la charcuterie, oui, en effet, là votre cholestérol sera augmenté. Voire éventuellement consommer, on va dire, du fromage avec du beurre. Tout ça va augmenter, bien entendu, votre cholestérol. Donc, si j'ai bien compris, on consomme du fromage sans beurre et on met juste un nuage de lait dans le café ou dans le thé le matin. Voilà, c'est mieux. Voilà. C'est mieux. On a une autre question également. Qu'entend-on par obésité abdominale? Alors, l'obésité abdominale, c'est l'obésité qui est au niveau du ventre, en fait, hein. Donc, ça, c'est une obésité qu'il faut contrôler, absolument.
parce que cette obésité abdominale est également un facteur de risque. Et on propose en fait des mesures de tour de taille pour éviter que cette obésité abdominale n'augmente. Et cette obésité abdominale est souvent associée à une augmentation du cholestérol, un diabète et une hypertension artérielle. C'est ce qu'on appelait auparavant le syndrome métabolique. Et bien entendu, il faut contrôler tout ça. Très bien, merci. On a aussi une autre question encore, c'est bien, vous êtes nombreux à poser des questions. Est-ce que l'hypertension est une maladie dont on peut guérir en modifiant son alimentation? Et si on doit prendre un traitement, est-il forcément à vie? Oui, alors ça, c'est la question qu'on pose tout le temps, en fait. Je vais vous donner deux exemples. J'ai un patient qui était venu me voir il y a quelques mois au cabinet et qui était relativement bien, qui avait quelques maux de tête, qui avait un cholestérol normal et qui n'avait pas de diabète, mais on lui trouvait une tension un peu limite supérieure à la normale. Et il était ennuyé parce qu'il m'a dit, docteur, je ne souhaite pas prendre de traitement. Ce patient pesait 80 kg pour 1,65 m, qui est beaucoup trop. C'est beaucoup trop, avec un index de masse corporelle beaucoup trop élevé. Et ce patient a réussi à perdre une dizaine de kilos. Donc, il s'est retrouvé aux alentours de 65-70 kilos. Et en perdant ces 10 kilos, il a normalisé ses chiffres tensionnels. Là, je le suis maintenant tous les ans. Et sa tension n'a pas remonté. Voilà. En revanche, autre cas de figure, un patient qui malheureusement a une importante surcharge pondérale, qui a des symptômes, qui n'arrive pas à perdre de poids et qui a souvent un ou deux facteurs de risque associés, que ce soit, je ne sais pas, un tabac plus un cholestérol, ce patient-là, malheureusement, va avoir un traitement et ce traitement sera souvent prolongé. Voilà. Donc, il y a deux cas de figure. Le patient qui perd du poids de façon conséquente et auquel cas on sera autorisé à ne pas lui mettre un traitement antihypertenseur. Et le deuxième patient, malheureusement, qui lui ne pourra pas perdre de poids, qui a des facteurs de risque associés auxquels on sera obligé d'adjoindre un traitement antihypertenseur qui sera prolongé. Merci. Donc, la clé de voûte est vraiment quand même l'alimentation. Ah oui, la clé de voûte, je ne vous cache pas que la clé de voûte pour les facteurs de risque, qui est une maladie de l'environnement en fait, c'est, on va dire, l'alimentation équilibrée, l'activité physique, le suivi du poids et on va dire la diminution du stress en quelque sorte, quoi. C'est une transition toute trouvée pour la question suivante. On va en prendre une dernière. Donc, c'est notamment une personne qui est travailleur indépendant. Donc, on suppose que chez nous, c'est un avocat qui a plusieurs fois dans la journée des points au cœur et qui se passe, mais plusieurs fois dans la journée. Elle a 50 ans, elle a un peu de stress. Et comment distinguer les points au cœur liés au stress de ceux qui doivent inquiéter, sachant que, très bien, elle a vu son cardiologue en janvier dernier. Oui. Alors ça fait quasiment un an, du coup. Ouais, c'est très fréquent. Et c'est très fréquent en cas de stress. Et ça, c'est un problème très difficile, en fait. Parce que tous les patients posent la question, docteur, est-ce que les douleurs que j'ai sont liées au cœur ou pas? Eh bien, ça, c'est tous les jours qu'on me pose cette question. On est obligé, dans ces cas-là, d'interroger le patient, savoir si la douleur est typique d'angine de poitrine. Donc, si c'est un point, généralement, c'est atypique. Mais quand ça serre, si vous voulez, quand ça prend des irradiations au niveau du bras, des mâchoires, ou que ça prend éventuellement des irradiations au niveau du dos, la douleur est beaucoup plus typique. Et cette douleur typique, s'il y a des facteurs de risque associés, va conduire à mettre en route une épreuve d'effort. Si cette épreuve d'effort est positive, on va aller à la coronarographie. Et si on trouve une artère qui rétrécit au-delà de 80-90%, on mettra une sorte de ballonnet qui va écraser la concrétion d'athérome et on mettra un ressort et on sauvera ce patient. Dans le cas particulier de notre patiente, à mon avis quand même, ce sont des douleurs de stress, mais faites attention, le stress peut cacher quelque chose d'autre. Donc, qu'elle aille consulter si vraiment cette douleur persiste, surtout si elle a pris du poids ces derniers temps, surtout si elle sent qu'elle a des maux de tête derrière la tête ou éventuellement que son équilibre glycémique a été modifié. Donc, soyons vigilants. Certes, les points tels qu'elle le décrit peuvent être atypiques, mais si c'est associé à des facteurs de risque, il est nécessaire d'aller consulter. Je vous remercie pour cette réponse. Est-ce qu'on prend une dernière question? Allons-y. Allons-y.
Alors, on vous pose la question, que pensez-vous des statines et en prescrivez-vous avant toute réforme alimentaire? Voilà, alors là, avec ça, on a la question du siècle. C'est la dernière question. Voilà, on clôture en côté. Pourquoi? Parce qu'il y a une polémique sur les statines, c'est affreux. Il y a 2 ans, il y a 2 célèbres professeurs d'université qui ont sorti un livre, qui a un brûlot, si vous voulez, qui a fait sauter les verrous des statines. Alors, qu'est-ce que c'est que les statines? Ce sont des médicaments, si vous voulez, qui vont éliminer les dépôts d'athérome au niveau des artères. Seulement, voilà, ce médicament est tellement extraordinaire qu'il y a des complications. Et ces complications, si vous voulez, se manifestent principalement par des crampes au niveau des jambes, voire d'autres complications un peu plus graves. Et on sait véritablement que ces complications graves ont fait en sorte qu'il y a eu 2 camps. Il y a eu le camp des gens qui disaient, écoutez, les statines tuent. Et le deuxième camp, c'est les statines sauvent. Alors, laissons de côté les gens qui ont dit que les statines tuaient, c'est 2, 3, 4, 5 cas mondiaux, malheureusement, où les statines vont entraîner une lise, c'est-à-dire une fonte au niveau des muscles, et qui va, sur un terrain véritablement aggravé, bloquer les reins et malheureusement entraîner, si vous voulez, une insuffisance rénale aiguë qui peut être éventuellement fatale. Ça, il faut laisser ça de côté, c'est exceptionnel. À côté de ça, il y a les statines qui vont sauver des centaines de millions de vies. Pourquoi? Parce que lorsque vous faites un infarctus du myocarde et que dans les suites de l'infarctus du myocarde, vous prenez une statine plus un antiagrégant plaquettaire, qu'est-ce que c'est que l'antiagrégant? C'est l'aspirine. Eh bien, toute votre vie, vous allez prendre l'aspirine plus la statine. Grâce à ça, vous éviterez de faire une récidive, une rechute d'infarctus du myocarde. Et grâce à ça, il y a des millions de vies humaines dans le monde entier qui sont sauvées. Donc, sachons prescrire les statines aux bons patients, au bon endroit, avec la bonne pathologie, et on sauvera des centaines de millions de vies humaines. Très bien, je vous remercie pour cette réponse optimiste finalement. Il faut. Oui. L'équipe d'Avocker tient à vous remercier sincèrement pour votre participation, donc docteur. On vous remercie, on va vous libérer parce qu'on sait que votre agenda est très chargé, mais on vous remercie pour cette intervention très claire, d'avoir répondu aux questions donc de nos participantes. C'était très clair, c'était très instructif. On vous remercie et à bientôt pour de nouvelles interventions. À bientôt, au plaisir, et c'était partagé de ma part. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci donc à tous les participants et à toutes les participantes qui ont posé beaucoup de questions auxquelles le docteur a pu répondre en direct. Nous vous remercions sincèrement. On sait que certaines personnes ont eu des problèmes de son, donc ne vous inquiétez pas, n'ayez aucune crainte. Vous retrouverez l'ensemble de la présentation donc de ce jour sur à la fois les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn, Twitter et Facebook. Donc nous sommes présents sur l'ensemble de ces réseaux et nous diffusons régulièrement des informations, à la fois effectivement sur le PEPS Challenge que nous avons présenté aujourd'hui, mais également sur l'ensemble des garanties de Carialis. Vous retrouverez cette présentation également ainsi que la brochure Cœur de femme donc sur le site de carialis.fr et plus particulièrement sur le blog de Carialis. Donc, nous espérons que cette présentation vous a sincèrement plu. L'équipe d'Avocker, donc l'ensemble des membres de l'équipe d'Avocker vous remercie sincèrement pour votre participation. Et puisque c'est la fin de l'année, nous vous souhaitons donc de joyeuses fêtes de fin de l'année de la part de toute l'équipe. Nous vous remercions pour votre participation et prenez soin de votre cœur. Merci, à bientôt. Merci.